Bonjour à tous et bienvenue pour le grand débat du web. C'est la dernière de la saison, la 76e édition de ce grand débat du web hebdomadaire. Autant dire que pour cette dernière, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va reprendre les grands thèmes de l'année qui vient de s'écouler, de la saison qui vient de s'écouler. Donc cette saison 2016-2017 qui s'achève avant qu'on parte tous en vacances. Et on va reprendre ces grands thèmes avec 4 chroniqueurs habituels de cette émission. On commence par Sharon Sofer. Salut Sharon. Salut Bertrand. Startup for Kids. Toujours. Et puis tu vas nous parler des sujets qui t'ont marqué dans cette saison. Il y a plein de trucs. Hein. On a vécu une belle saison. C'était une belle saison. Hein, tu pars bientôt en vacances ? Oui, dans une semaine. Ça va être sympa. Fabrice Epelboin à côté, Yogosha. Salut Bonjour. Fabrice. Je connais déjà cette chemise en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai oui, déjà vu cette l'aime chemise. Tu l'aimes beaucoup, c'est pour ça. En fait, tu pars en vacances bientôt ? Non. Non. Il n'y a pas de vacances dans ton monde à toi ? Pas beaucoup. Non. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, il y a des sujets qui t'ont marqué cette année. Particulièrement certains sujets dont on va pouvoir parler également. On va faire le tour de chacun de ce qui vous a vraiment marqué. En face, Perrine Le Goulon. Salut Perrine. Salut Bertrand. Tu vas bien ? Ça va et Toi, tu pars en vacances, toi ? Oui, Ouais. je pars en Inde. En Inde. D'ailleurs, Voilà. c'est presque simultané, en fait. Au moment où on voit cette émission, tu es déjà presque en Inde. Exactement. En fait. C'est absolument incroyable, en fait. Je suis déjà presque au cœur on de peut Bangalore. On peut te suivre sur Twitter au cœur de Bangalore. Au même Exactement. moment. Bah, y en a un, on ne lui demande pas s'il part en vacances, mais tu es bronzé. Mais c'est même indécent, comme tu Non, es mais ça, bronzé, c'est Paris, Fred ça. Hafner. Bonjour Bertrand. C'est quoi ce bronzage ? Je sais pas, non, rien de spécial. Le type qui se lève à 3h du matin pour faire de la radio tous les matins sur WeFM et qui est bronzé comme un fou. Oui, mais quand je sors à midi, place de la Bastille, il y a un gros soleil, tu vois, C'est ça. donc j'en profite. D'accord. Et en fait, comme il est tellement crevé, il s'endort place de la Bastille sur un Sur le banc. premier banc, jusqu'au lendemain matin. Voilà le résultat. Bon, bravo, monsieur, tout va bien ? Tout va très très bien. Vacances un petit peu ? Dans quelques jours, la semaine prochaine. Bah oui, comme tous les gens de radio, en fait, c'est début août qu'on C'est exactement ça, Ouais. et voilà, là ce sera pas très très loin, ce sera dans le Beaujolais vert, Ouais. et ce sera très agréable. Ah, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison 2016-2017 ? On a à peu près 25 minutes pour faire le tour de ce qui vous a marqué. Il y a plein de sujets. On aurait pu parler. On va commencer par ceux qu'on aurait pu traiter et qu'on ne traitera pas, de la campagne électorale en France, parce que ça a été important, notamment au niveau du web. On aurait pu parler du décollage de l'écosystème parisien, évidemment qui a été un des phénomènes, mais c'était l'objet de la précédente émission du début juillet. Et on aurait pu parler, par exemple, de la fin du buzz autour des objets connectés, si tant est que ce soit vraiment une fin, en tout cas quelque chose qui a marqué fin d'engouement total sur les objets connectés. On ne le fera pas, on parlera éventuellement, par exemple, de la toute-puissance des fake news. Tiens, on rejoint quand même un petit peu les élections présidentielles, en tout cas aux États-Unis beaucoup et en France un tout petit peu, la toute-puissance des fake news. Qui pense que c'est vraiment un des phénomènes majeurs de cette année ? Levez le doigt comme à l'école. Vous êtes, ah bah 4 carrément. C'est impressionnant. Tiens, vas-y, Sharon. Qu'est-ce qui, selon toi, a changé en fait dans cette saison qui s'achève ? Ce qui a changé, c'est qu'on a l'impression que les fake news sont devenus des news en fait pour beaucoup de gens. Ouais. Et c'est assez préoccupant en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a plus de différenciation en fait, non. la limite, la Et frontière. est avec morte. une rationalisation du « et alors, où est le problème Ouais. Et c'est assez stupéfiant comme phénomène. Donc C'est ouais, qu'on je a trouve vu ça assez tous des inquiétant. gens qui sont des gens soi-disant sérieux, des amis sur Facebook, partir dans des délires totaux et relayer des informations Ouais, délirantes, et hein. les personnes concernées ne pas y voir de problème Ouais. surtout. Enfin, c'est là où je me suis fait pincer, où est le... Oui, enfin, il faut aussi prendre un peu de recul et s'apercevoir que les médias traditionnels, qui ne sont pas censés balancer du fake news, font ça régulièrement et ça pose pas le moindre problème. Et on sort d'une période où finalement tout le monde fermait les yeux sur le fait qu'une bonne partie, et vraiment pas une petite partie, des news balancées par les médias traditionnels sont aussi du fake. Et ils l'ont payé en termes de crédibilité. Aujourd'hui, il y a 78% des Français qui ne croient pas ce qu'ils lisent dans les médias. C'est un chiffre qui est affolant, absolument affolant. Parce qu'il n'y a plus les structures de validation qui existaient Non, dans les non, dans parce le journal que c'est aussi. des appareils de propagande et qu'eux aussi, au même titre que tous les médias, jouent un rôle d'orientation de Ce qui l'opinion n'empêche publique. pas de faire son travail, par exemple sur un fait divers où Si, on peut avoir de la si, fake si, news si, aussi. si, Là, il n'y a pas de ça propagande, il y a empêche juste des totalement faits qui Sur ne sont pas du fait vérifiés. divers, bien sûr, quand ils racontent les histoires du petit Grégory, on peut imaginer qu'ils n'inventent pas trop, bien qu'on pourrait parler de l'affaire du petit Grégory et de la presse autant jadis, il y a eu beaucoup d'inventions. Non, c'est bon. Mais quand ça te parle de politique internationale, quand ça traite de certaines régions du monde, on ne va pas pointer des doigts ni vers le Qatar, ni vers la Russie, ni vers certaines autres, c'est du fake. C'est une vision politique de l'actualité. C'est permanent et ça se paye aujourd'hui au prix très fort. Alors, Si, Non, tous mais les il y a médias. deux choses à Je te prends un distinguer exemple. quand même. Je te Non, prends un mais- exemple. On a récemment les forces On est parti, je le sens bien. irakiennes, Ça y est, les forces l'émission est bien irakiennes engagée. alliées à la coalition ont repris Raqqa. Tu regardes l'information sur France 24 qui est
un des rares médias fait sérieusement en France. Et ça t'explique qu'il y a eu une coalition qui a repris le contrôle d'une zone. Et tu regardes sur BFM, et je pourrais citer tous les autres news français, et ça t'explique que Raqqa a été libéré par la coalition. Mais non, C'est pas la même vision. On a d'un côté un point de vue politique et orienté sur une situation internationale, Bon, puis de l'autre côté de la Non, mais juste pour- Ne rentrez pas sur le débat de ce sujet en Si, si, question. on peut Non, mais comparer ça au fake voilà. news. C'est important de se On peut parler de la Libye, si tu veux, du fake news. Moi, je fais de à fond et l'info ballon. tous les matins à la radio. Voilà. Et puisque tu parles de Raqqa, effectivement, qui a été pas du tout libéré, personnellement, moi j'en ai parlé, j'ai pas du tout dit ce que tu as dit. Alors, c'est marrant, Si tu j'entends ça. reprenons la Libye, Parce que la grande ce qui- épopée française en ce qui Libye. s'est passé concrètement, c'est c'était qu'il y a eu deux intégralement brèches il y a des fake quelques news. jours. Non, mais en France. la question, c'est plus généralement. C'est qu'on a bien C'est compris que les fake news sont présentes, qu'un certain nombre de médias français sacrifient malheureusement à des fake news. Et l'ensemble des médias On voit français aussi le des gens payent en partager crédibilité. indifféremment à la fois une fake news de n'importe quel média dit sérieux ou le Gorafi, sans se rendre compte ça, c'est autre qu'il y en a un chose. qui est C'est qui est bidon, hein. l'utilisation, la circulation des news dans l'absolu, fake ou pas, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une news n'a de valeur que si elle sert dans un argumentaire entre deux personnes ou dans un groupe. Si elle peut servir de munitions, très clairement, dans une bataille dialectique, une information a un pouvoir. À partir de là, effectivement, on a ce phénomène que tu décrivais très bien, qui est que les gens se foutent totalement que ça soit du fake ou pas, parce qu'ils ont tous à un moment chopé des gens qui sont censés être sérieux, balancer du fake. Donc on y va, et toute news est bonne à prendre si elle peut servir à un point argumentatif dans un débat. Alors, il y a les news qui sont produites par la France, par les médias français. Il y a toutes les news qui nous sont arrivées pendant la campagne électorale. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées, de médias à droite et à gauche, soit de Russie, soit des États-Unis notamment, entre autres, qui ont balancé des trucs. Donc c'est vrai qu'on est dans ce phénomène-là. Perrine, est-ce que tu le vois plus globalement, toi, tu côtoies plus l'Asie, par exemple. Est-ce que c'est un phénomène qui te semble global aujourd'hui? Oui, c'est un phénomène qui me semble global. Je pense surtout à l'Inde notamment, Ouais. où on a quand même une petite poussée nationaliste hindoue Oui. ces derniers temps. Petite. Petite, voilà, pour rester soft. Mais donc oui, il y a une vraie question des fake news. Mais enfin, à mes yeux, les fake news, comme, enfin, je rejoins un peu ce qu'ils disaient, qui est que bon, au final, tous les grands médias, même traditionnels, que ce soit les journaux ou les chaînes de télévision, ont toujours tendance à quand même avoir un petit parti pris d'un bord ou de l'autre. Et donc au final, le terme fake news, pour moi, il a émergé avec la campagne électorale américaine. Enfin, il était utilisé par avant, mais c'est vraiment à cette époque-là que le mot a commencé à être utilisé de manière redondante. Mais Il déborde sur les médias traditionnels au final, voilà, qui sont exactement. pris Mais dans, c'est- qui sont pris dans il y a le... toujours, il y a toujours un. Alors après, on peut se débattre sur la définition de fake news, mais il y a toujours, pour moi, à mon sens, un parti pris dans un média. Donc forcément, un média républicain aux États-Unis ou un média démocrate ne va pas du tout présenter une même information de la même manière, et donc on pourrait parler de on fake a un news dans vers ce ce point. moment-là. Fake news. Et il y a une La fake absence news, c'est d'autocritique des des choses médias. qui ne viennent de nulle part. C'est-à-dire que tu as une interprétation différente et sémantique. Dès que tu maîtrises un sujet, de toute façon, quand tu regardes la presse, tu es outré, hein, parce que c'est toujours traité. Enfin, l'information est partielle, ton point de vue n'est pas le même. Donc ça, c'est autre Prends ça chose. dans la figure, monsieur Hafner. Si on regarde la façon dont la Non, mais Libye a déjà, été racontée puisqu'on au parle public de français, sémantique, c'est du les fake fake news, intégral. finalement, c'est la version moderne des infos intox de la grande époque de Thierry Ardisson. Déjà, c'est simplement ça. C'est un vrai problème, ce développement de fake news, et notamment parce que, contrairement à ce que pense Fabrice, je pense que tous les journalistes ne sont pas malhonnêtes ou manipulés. Non, j'ai pas dit Notre- ça. notre- Ça, notre métier- c'est ta façon de caricaturer n'importe quelle opposition. notre C'est métier- ridicule, notre ça fait métier, c'est 10 de ans qu'on chercher, fait c'est ça. de Le vérifier. résultat, c'est que vous avez Et, coulé c'est- complètement votre crédibilité à force de contrer des arguments Mais avec on des fait pas un conneries. procès de la presse. Ce que je veux dire, c'est que notre métier, je pense qu'on sera d'accord, c'est de chercher, de vérifier et de délivrer des informations les plus Non, on n'est honnêtes pas d'accord. possibles. Si, si, les la plus- base du métier, c'est et les ça. plus C'est la base sincères du métier. possibles. La réalité des pratiques, c'est autre chose. C'est la base du métier, c'est la réalité de ma pratique quotidienne, ce qui Il me reste permet, et journalistes celle en de pas France, mal de mes ne jetons confrères pas quand tous les même. journalistes non Pardon. plus, il y en a qui font Il y leur a boulot. 55 000 cartes de presse en France. Combien il y a de journalistes là-dessus? Oui, mais il y a aussi Je des veux gens dire- qui sont chez Voici, qui ont une carte de presse. Donc Je voilà, sais. donc ça Je veux bien compte qu'on pas continue non sur les plus. fake news éventuellement. Quand je dis que c'est un vrai problème, c'est que moi je vois passer sur les réseaux énormément de gens qui sont extrêmement honnêtes, sincères, intelligents, cultivés, qui relaient des fake news sans forcément le savoir, de manière très très naïve et très sincère. Et ils font pas que les relayer et que les partager, parce que là pour le coup je suis d'accord avec Fabrice, c'est que surtout c'est que au-delà de les partager, c'est que ça, ils en créent des débats, des polémiques, des agacements, ils s'offusquent de choses qui n'existent pas. Et là c'est très très grave. Alors ok, on a des grands réseaux, des géants comme Facebook qui sont en train de lutter là-dessus. Maintenant, moi je me demande s'ils peuvent vraiment lutter là-dessus, parce que c'est peut-être un petit peu eux aussi qui ont amené. D'autant qu'il y a un nouveau ça. phénomène qui est apparu de façon très très forte cette année, encore plus que les années précédentes, c'est le phénomène du live. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, avec Periscope, avec Facebook, c'est devenu extrêmement puissant. Et le live est un amplificateur potentiel de fake news. Est-ce que vous avez vécu ça comme ça? Ou est-ce que vous le vivez autrement, en fait, ce live aujourd'hui? Je ne pense pas que ça soit un amplificateur. C'est un autre phénomène. Je dis potentiel, hein, j'ai Ça pas dit peut que ça avait été permettre systématiquement. d'éclairer, je pense à ce que fait, comment il s'appelle,
le mec qui fait du périscope, incroyable, Rémi Buzine. Rémi Buzine. Ça peut permettre d'éclairer tout un tas de choses qui n'intéressent pas les médias ou ne sont pas traitées par les médias, ou les médias cherchent à cacher un voile pudique sur des choses. Donc c'est plutôt quelque chose de positif en termes de vraie news. Il y a du fake news à travers le live. Je ne pense pas qu'il y ait un risque phénoménal. Vraiment, ça vient plutôt compléter un territoire médiatique qui a des angles morts délibérés, on va dire, pour rester poli. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, tu penses que ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié du Non, tout? je pense qu'effectivement, à ce moment-là, le live va plus ramener, comme disait Perrine tout à l'heure, des points de vue, des partis pris selon de là où on se place et ce qu'on veut bien montrer. Mais là, pour le coup, moi, l'information avec un parti pris ne me dérange pas s'il est clairement affiché, si c'est pas déguisé. Comment tu l'as vécu, toi, qui es journaliste, qui se lève tôt le matin, qui écrit ses news, qui les délivre à l'antenne de façon régulière, face à cette invasion du live, d'une certaine façon, dont on voit bien que c'est le nouveau mode, clairement, médiatique qui Je trouve ça très intéressant. Je m'en méfie, je regarde ça de loin. Je pense que c'est là aussi un terme générique, mais ça dépend aussi de comment c'est fait par qui. Pour le coup, je connais très bien Rémi Buzine. Je l'ai connu alors qu'il était community manager et j'ai suivi son histoire. Et c'est quelqu'un qui a une démarche extrêmement sincère et extrêmement honnête. Maintenant, est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'on peut s'informer uniquement comme ça? Je ne crois pas. Est-ce que tout le monde peut avoir la même démarche que lui? Je suis sûr que non. Donc c'est à suivre. C'est quelque chose qui va se développer, mais qu'il faut surveiller. Il ne faut pas forcément, comme toujours, d'ailleurs comme les médias traditionnels, il ne faut pas tout croire. Il faut analyser ce qu'on voit et ce qu'on nous raconte. Perrine, ça t'a marqué, cette explosion du live, d'une certaine façon? Oui, absolument. Ouais. Mais je trouve que ce qui est super intéressant dans le live, c'est pas seulement l'utilisation qu'en font les médias ou l'utilisation qu'on en fait pour l'information, mais c'est aussi deux utilisations qui sont plus autour des utilisateurs. Je pense notamment aux États-Unis, il y a eu beaucoup de cas il y a eu un cas récent très marquant où c'était lors d'une interpellation policière avec comment dire, un policier qui a tiré sur un homme dans une voiture et toute sa petite amie était à côté. Et c'est tout de suite a eu le réflexe de lancer un live sur Facebook pour avoir une preuve. Donc il y a cette question aussi de... Enfin, je trouve qu'aux États-Unis, il y a eu quand même plusieurs cas où les personnes s'en sont servies un peu comme preuve. Regardez, c'est live, ça se passe tout de suite. On a eu ce phénomène. Ouais. C'était pas le Facebook Live à l'époque, c'était Bumbuzer ou des trucs comme ça, mais dès le printemps arabe, on a eu ce phénomène de témoignage live direct parce que l'appareil médiatique faisait un blackout total. Je pense que ça va devenir une arme de guerre, justement, dans des situations où il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Tout d'un coup, les gens sortiront leur téléphone, il y aura une preuve en temps réel. Dans les situations de censure, et en tout cas sur tout le début du printemps arabe, quand c'était contingenté à la Tunisie, il y avait un blackout total des médias français. Ça a vraiment permis d'avoir accès à l'information. Et c'est très efficace quand on est dans une situation de censure. Et Rémi Buzine, d'une certaine façon, fait aussi ce travail dans des situations qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en Tunisie, mais il fait aussi ce travail de bypasser la censure des médias traditionnels pour donner accès à de l'information. Et plus les médias traditionnels seront dans cette volonté de manipuler l'opinion publique, moins ils auront de levier, ils en ont quasiment plus, et plus on verra apparaître quelque chose de, là pour le coup, vraiment nouveau, qui sont les fake news façon Trump, c'est-à-dire un appareil de propagande ultra organisée, très lourdement financée, avec des milliers de rédacteurs qui vont d'un côté complètement inonder Google, au point que sur certaines thématiques touchant à Trump, le Washington Post et le New York Times sont à 5e page des résultats de recherche, et inonder Facebook en faisant du post sponsorisé, targeté sur la psychologie de chacun, analysé par des algorithmes incroyables. Le tout avec de la big data, avec des acteurs comme aussi bien Google que Palantir. Il y a un excellent article du Guardian sur ce sujet-là, où on a la réinvention d'un appareil de propagande qui a gagné le Brexit, qui a gagné Trump. Et on s'est aperçu qu'en fait, l'ancien appareil de propagande marchait plus du tout, parce que plus personne n'y croyait. On a les Américains qui se sont fait dérober leur armement électronique par la NSA, pour le coup. La NSA, et la CIA aussi, mais la CIA s'est fait de façon plus propre. Mais en tout cas, les Américains, toute agence confondue, se font piller leur armement électronique, qui ne sont guère que des 0 et des 1 qui tiennent sur une clé USB. Et derrière, on a des mafieux plus ou moins proches du gouvernement ou des services de renseignement, on ne sait pas très bien, mais en tout cas dans la nébuleuse russe, qui sont en train de faire un bras de fer incroyable avec les Américains en réalisant petit à petit des failles de sécurité jusqu'ici exploitées par la NSA ou la CIA qui sont récupérées par des mafias qui envoient du ransomware ou juste, comme le dernier Petya, quelque chose qui est juste destiné à détruire un pays. On est clairement dans une guerre aujourd'hui qui est une guerre de 0 et de 1 et qui est vraiment une guerre États-Unis-Russie aujourd'hui, clairement. Ça va au-delà de l'État. Mais en tout cas, les deux principaux protagonistes sont là. Les deux
pôles sont là. Nous, on a très adroitement rejoint le pôle américain juste au moment où Trump prenait le pouvoir. On a fait une erreur stratégique majeure. Il va leur faire un petit speech sur Palantir, mais c'est pas le moment parce que là, on en a déjà beaucoup parlé. Mais c'est vrai que toujours est-il qu'on a, en tant que Français, on est totalement impliqué là-dedans, au même titre qu'on est impliqué dans ce qui se passe au Moyen-Orient et qu'on en paye les conséquences avec le terrorisme. Il va y avoir le même genre de prix à payer sur la cyberguerre mondiale qui est en train de démarrer et qui pour l'instant est très soft, mais on a des signaux faibles. Les systèmes de Tchernobyl qui tombent en rade suite à une attaque de pétrole, c'est un signal faible qu'il faut prendre à sa juste mesure. Dernier sujet qui, selon nous, après avoir œuvré comme ça en coulisses juste avant cette émission, semble important pour cette saison qui s'achève, et il est réellement important, c'est la révolte des femmes dans la Silicon Valley. Il se passe quelque chose de façon très, très claire aujourd'hui. Travis Kalanick, créateur d'Uber, en fait les frais, mais il y en a eu d'autres qui ont fait les frais avant lui, et d'autres qui font les frais au moment où on vous parle, parce que tout d'un coup, le sexisme ambiant qui règne dans certains milieux, et notamment des milieux financiers, par exemple, de fonds d'investissement, entre autres, pas que, et dans des mondes entrepreneuriaux, commence à saturer un petit peu la patience des femmes américaines du monde du web qui disent maintenant, ça suffit, il faut qu'on passe à autre chose, et il y a une révolte. Alors ça, Sharon, c'est fait pour te faire plaisir, ce genre de faire révolte. plaisir, non, la révolte, oui. Oui, que tout d'un coup ça bouge, parce que là, il est temps que ça bouge. Il est temps que ça bouge. Alors, c'est pas que dans la Silicon Valley, la révolte vient de la Silicon Valley, parce que c'est amplifié, et surtout là-bas, c'était vraiment enterré, en fait, et personne n'osait parler. C'est un phénomène qu'on voit dans les entreprises, dans les startups, avec le rôle de la femme dans l'entreprise. Donc, oui, il est temps. Est-ce qu'il te semble que la situation est à peu près identique en France, dans le monde du web français ? Est-ce qu'il y a beaucoup de poussière sous les tapis ? Ou est-ce que c'est de culture un tout petit peu différente là sur J'ai presque envie de dire qu'on en parle moins, mais il y a quelques semaines, j'étais au Inclusive Tech Summit, où deux femmes entrepreneurs renommées, qui avaient levé plusieurs dizaines de millions d'euros l'une comme l'autre, ont raconté toutes les deux qu'elles s'étaient faites draguer par des VC et que leurs copines qui avaient vécu la même situation, c'était la même chose. Donc, on n'en parle pas, mais c'est là. C'est même au-delà du draguer, parce que c'est donnant-donnant. Non, c'est pas flirter. Oui, c'est pas du flirt. C'est ce qui est c'est agressif et pas acceptable dans le contexte d'une relation professionnelle où quelqu'un est en train de solliciter de l'argent d'une autre personne. Rappelons le contexte qui n'est pas une situation d'égal à égal dans un café. Il y a une grosse différence entre fondateur de start-up et pute. Soyons... Vaguement. Voilà. Parce que c'est ça la compréhension qu'elle a. C'est son vocabulaire. Non, c'est très vite au raccourci. Alors, oui. Mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Ou alors, on tourne autour du pot, on reste poli, on n'évoque pas vraiment la réalité du problème. Non, mais ça va au-delà. Là, c'est le cas extrême parce que c'est une femme qui est en train de solliciter de l'argent, techniquement. Mais ça reste dans les relations professionnelles, d'employeur-employé. Beaucoup de femmes que je peux rencontrer, qu'on rencontre tous, et qui racontent qu'elles ont été levées de l'argent, rencontré des VC notamment, ont eu droit à minima des discours un peu sexistes. Qu'est-ce que vous allez faire le soir quand vous aurez des enfants, enfin des choses comme ça. C'est toutes les femmes y ont le droit, et puis ça peut aller beaucoup plus loin à certains moments, voire même dans l'insupportable pour certaines qui sont bien gâtées par la nature et qui se font ouvertement proposer des deals, quoi. C'est quand même voilà. La seule solution, c'est de faire comme les deux personnes que cite Sharon, c'est il faut témoigner publiquement, parce qu'on en parlait ces années, il faut témoigner publiquement le plus possible, le plus souvent possible, c'est la seule solution. Donc il y a des noms qui commencent à sortir, on voit, on parlait de Travis Kalanick, c'est pas le seul. Bien ce qui lui est arrivé. Il y a des noms qui commencent à sortir. En France, aucun nom n'est sorti pour l'instant. Est-ce qu'il faut clairement que des noms sortent ? C'est-à-dire qu'il y a des prédateurs, tout le monde le sait, on le sait tous, on pourrait même en citer quelques-uns, qui existent sur cette place du web français. Est-ce qu'il faut que ces noms sortent ? Ou est-ce que c'est assez lointain de la culture française où finalement, voilà, ça fait partie des usages, la classe politique n'est jamais remise en cause sur ces pratiques comme ça sexistes ? Non ? Écoute, moi je connais bien la classe politique et je connais pas mal le monde de la finance depuis les années 90. Dans le monde de la finance, et je ne parle pas des VC, je parle vraiment de la, j'allais dire vraie finance, mais des salles de marché, de ce genre de trucs. La vision des femmes est affolante. C'est au mieux un morceau de viande, et plus généralement, c'est une pute qu'on s'offre le soir histoire de se détendre. Ou pour renégocier un deal. C'est vraiment assez affolant qu'on n'a pas été élevé dans ce milieu et qu'on n'en fait pas vraiment partie, qu'on est juste un... C'est très étonnant. Dans le milieu de la tech, on n'en est pas là. Et dans le milieu politique, c'est bien pire encore. C'est bien pire encore. C'est hallucinant, le milieu politique. J'ai une copine qui n'est plus assistante parlementaire, qui se faisait passer délibérément pour une lesbienne, histoire qu'on lui foute la paix. Il suffit de discuter 2 secondes avec toutes les journalistes politiques en France. C'est affolant. Quand on même est les politiques, off the record, pour savoir femmes, ce qui se passe concrètement dans les hôtels
le soir dans les tournées de campagne électorale pour savoir que c'est assez terrifiant. Ça, de Ouais, penser c'est que terrifiant. les C'est bien pire que la politiques finance. ont des femmes. On va laisser passer parler Perrine quand même 2 secondes. Oh, tiens, une femme. Mais que fait une femme sur ce plateau? Enfin, c'est pas normal, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Perrine? Est-ce que tu as, je sais pas, été en contact avec ce genre de pratique-là ou de discours-là? Oui, mais je pense que au-delà de voilà des approches qui sont pas dans les situations qu'on a décrites jusqu'à maintenant, il y a aussi des actes qui sont plus petits, mais qui sont presque quotidiens. Oui. C'est les invitations LinkedIn qui ensuite tournent à voilà, des propositions, des messages un peu bizarres. Sur C'est ah oui, non, mais LinkedIn. On peut draguer sur LinkedIn, Voilà, bah, il y a des gens. on non, apprend mais des c'est- trucs. Partout. Il y C'est a, hallucinant. il y a ça, puis enfin, j'ai des amis qui m'ont fait la réflexion, et c'est très vrai que quand il y a des événements où il y a plusieurs intervenants, par exemple, souvent on a tendance à demander aux femmes est-ce que tu es stressée? Est-ce que ça va? Tu te sens prête? Et moins aux hommes. Et je me suis jamais fait la réflexion, mais c'est vrai que depuis que je fais attention, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Donc c'est beaucoup de C'est petits énormément de choses. micro comme ça, vexations, en fait, qui sont, sans Oui. parler des grosses, mais vraiment micro-vexations que vivent toutes les femmes dans le monde professionnel oui. et particulièrement aussi dans le web. Hein. Voilà, évidemment sans parler des grosses, mais Qui est quand même, disons-le, un milieu qui est plus épargné que d'autres sur ces pratiques-là, je crois. Hein. Les médias, c'est pas mal, hein, dans le Je genre crois qu'on sexiste, se- les médias. on se raconte un peu des histoires là-dessus. C'est vrai. Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. C'est pas parce qu'effectivement, chez les politiques, c'est infiniment pire que dans le web, c'est particulièrement cool. C'est vraiment, on se raconte des histoires. C'est un milieu dans on est lequel en il y a train de dire une depuis très 10 nette minutes que c'est pas minorité de du tout femmes. cool dans le web. Parce que je veux dire, c'est qu'il y a des secteurs d'activité où peut-être, et pour l'avoir vécu, c'est pire. Les médias en font partie notamment. C'est clair que c'est effectivement, comme dit Fabrice, un problème global, universel. Mais oui, dans les médias aussi, évidemment. Enfin, il n'y a qu'à voir, on est sur un plateau de télé, il n'y a qu'à voir comment les présentatrices sont souvent recrutées. On peut le citer, il l'avait dit, il l'avait assumé lui-même, c'est Jean-Claude Dacier, lorsqu'il dirigeait LCI, il expliquait clairement qu'il choisissait les présentatrices quasi exclusivement sur le physique, 90% sur le physique, 10% sur les Il suffit compétences. d'allumer BFM et de regarder. Voilà. Alors après, attention, on peut aussi être une jolie femme et avoir le droit quand même de passer à la télé, C'est et vrai d'être aussi. intelligente, etc. C'est vrai aussi. Juste le problème, c'est lorsque le recruteur est un homme et ne regarde que ça, ne s'intéresse qu'à ça. Mais Tu voulais dire autre chose avant, avant que Perrine n'intervienne? Non, c'était. non, sur- c'est à peu près la même chose que ce qu'elle disait, parce que voilà, je voulais effectivement, comme elle parlait, ces petites choses insidieuses et permanentes qu'on voit moins, mais qui Oui, sont pour- tout aussi enfin, dangereuses. est-ce que voire tu Pour penses- avoir travaillé en entreprise avant Ouais. d'être start-upper, c'était bien plus pénible. Est-ce que tu penses que dans l'année qui vient, le verrou, ou en tout cas une partie du verrou, va sauter, comme ça semble être le cas dans la Silicon Valley? Je pense qu'on va commencer à plus parler et à plus oser dire et refuser en fait en bloc et publiquement. Refuser évidemment, il a toujours été refusé, mais refuser d'être traité de cette façon. Après, ça va mettre beaucoup de temps à se lever. Il y a quand même une bro-culture, donc les hommes forment... Ils se serrent les coudes. Enfin, On s'aperçoit qu'on il y est a dans une un pays pratique- qui en ce moment est en phase de changement très rapide sur beaucoup d'axes. Donc finalement, cet axe-là peut bouger très vite en fait. Et en quelques mois, il peut se passer vraiment des choses importantes, j'ai l'impression. J'espère que ça. C'est vrai et, Tu penses que ça peut se passer, Perrine? En quelques mois, j'aimerais beaucoup qu'en quelques mois Donc tout il y a une change. prise de conscience globale en fait. Comme il y a eu, alors ça n'a absolument rien à voir, on soit bien d'accord, je n'ai fait aucun rapport entre les deux, une prise de conscience incroyable sur le sort des animaux en l'espace de quelques mois, qui était un sujet qui n'existait pas dans le champ de la pensée française. Et en quelques mois, c'est devenu un sujet majeur. Et est-ce que, donc, voilà. C'est marrant que tu parles des animaux parce que. Alors, ça y est, récemment, on va il y a dire, eu- il a comparé il y les a une femmes. hiérarchie, on fait une hiérarchie. donc, Non, Ouais, j'essaie de trouver un voilà, exemple mais- récent de quelque chose qui soit apparu très fort sur le champ. L'intolérance. Pour rester sur la- corruption. Ouais. Pour rester sur la question des femmes, parce qu'il n'y Ouais. a pas très longtemps, il y a eu une campagne en Inde, justement, où il y a eu une série de photos de femmes qui portaient des masques de vaches pour souligner le fait que les vaches étaient presque mieux protégées, enfin leurs droits étaient mieux protégés en Inde que ceux des femmes. Donc, pour revenir à la situation ici en France quand même, est-ce que ça a changé d'ici quelques mois? J'aimerais beaucoup, mais le problème c'est que je pense que toutes les femmes, ou du moins la majorité en ont conscience, maintenant les choses ne pourront pas changer sans que une majorité d'hommes soit à bord aussi, quoi. Ah, c'est une bonne remarque. Il faut qu'il y ait la majorité positive des hommes là mais je pense je crois qu'on n'en est pas trop loin, je l'espère. En tout cas. Déjà le recul. Même si au contact de certains hommes qu'on côtoie tous les jours, c'est pas gagné. Hein. Je crois qu'on est aussi dans une société qui évolue par à coups de brutaux. Ouais. On est en train d'abandonner cette idée d'une société qui va évoluer progressivement vers une parité. On l'a vu, les animaux, c'est un bon exemple où fondamentalement, ce n'était pas un sujet il y a encore très peu de temps. La corruption, où c'était un sujet parfaitement tabou, personne n'en parlait il y a encore
mais 9 mois. Et tout d'un coup, il y a une intolérance totale à la élevée à la corruption lors de cette campagne électorale. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. Ouais, après, j'ai envie de dire qu'il y a une question de coût, c'est-à-dire que te mettre à militer pour que le droit des animaux soit respecté, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Lutter pour que les femmes soient considérées à 100% comme l'égale des hommes en entreprise et traitées pareil que les hommes, ça coûte aux hommes. C'est une bonne remarque, Madame Sharon Soffer. Et on va la garder comme conclusion, finalement, avant de tous partir en vacances. Ça y est, hommes-femmes confondus, on va tous partir en vacances. En tout cas, je l'espère. Merci Sharon et Perrine, merci Fabrice, merci Fred. C'était le numéro 76 du Grand Débat du Web. On se retrouve à la rentrée pour reprendre nos bonnes vieilles habitudes toutes les semaines pour commenter l'actualité connectée. D'ici là, LGDW, ça c'est le hashtag. Et bonnes vacances à tous. Salut.